Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle.net. Nous sommes aujourd'hui toujours le samedi 5 novembre 2022 et je poursuis mes divagations à partir de cet ouvrage Hegel, la philosophie, sa vie, son œuvre. Voilà, c'est un petit résumé chez Que sais-je. Et je prends appui en fait sur ces lectures que je découvre en même temps que je lis, et pour digresser un petit peu, pour expliciter la théorie que je défends sur la mécanique universelle depuis l'an 1999, octobre 1999, j'ai eu l'intuition d'une phrase. J'écrivais des petites nouvelles dans un petit parc et j'ai écrit cette phrase comme ça. Elle est montée. C'est vraiment très très curieux. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et alors là, je suis tombé à la renverse. Quand je l'ai lu, j'ai pris conscience de ce que je venais de faire. Et en fait, je pense que, ben voilà, hein, c'est peut-être cet instant de cet instant de réca, je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, Peut-être c'est l'instant qu'a vécu Champollion quand, après des années de recherche, euh, d'un seul coup, il a la clé, quoi. C'est bouleversant, hein, à ce niveau-là. Et ou je sais pas moi, quand Marcel Duchamp marche dans la rue et d'un seul coup il voit cette urinoir dans le magasin de Monsieur Mutt et il se dit oh, c'est ça, voilà, c'est de l'art, c'est de l'art. Il faut que j'expose cet art populaire, cet art, tout est, voilà et d'ailleurs, tiens, une chose comme ça, c'est très proche de ce que pense Hegel dans l'action. L'action, les hommes créent, quoi. On est tout le temps en train de créer. Bon, bref. Et quand quand cette phrase s'est installée, j'ai eu un vertige, j'ai eu des sueurs froides ou chaudes, je me souviens plus. On était en octobre sur la Côte d'Azur, donc il faisait beau, il faisait très beau. Et j'ai dit mince, mais si c'est ça, c'est que évidemment c'est ça, l'humanité va vers sa perfection. Donc moi qui me posais des questions, je savais pas ce que je fais, pourquoi j'étais présent sur cette terre. Je cherchais et je comprenais rien à cette humanité. J'essayais de comprendre à travers l'art, à travers la peinture à l'époque, etc. Mais c'était le chaos, quoi. Et le chaos dans mon existence en même temps. Donc d'un seul coup, cette phrase, elle a tout rectifié, quoi. Elle a tout mis au point. Et franchement, j'ai eu une sorte je me rappelle très bien d'un vertige, quoi. Des, quelque chose d'inquiétant, comme si je venais de découvrir une clé, quoi. Comme si je venais de découvrir le, un passage pour aller au centre de la Terre, je ne sais pas. Hein. Voilà, quelque chose d'assez incroyable. Bon, bref. Et à partir de là, j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais pour plonger dans cette aventure, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais écrit cette phrase et d'essayer de comprendre la pertinence de cette phrase. Voilà. Et aujourd'hui, 22 ans après, eh ben, je suis en train encore de clarifier ou
d'expliciter ce travail, qui est déjà sur la mécanique universelle. Vous pouvez aller voir, lire et découvrir éventuellement. Alors voilà, donc je lis, et sur Hegel, là on a attaqué la philosophie, je lis et puis voilà, si je commente, s'il me viennent des idées à commenter. Voilà, si vous aimez le travail que je produis sur la mécanique universelle et puis sur ce site de YouTube, vous savez qu'on peut encourager en mettant un pouce. Voilà. Et c'est efficace, ces encouragements-là. Voilà, alors si vous pensez que c'est ça surtout, si vous pensez que c'est intéressant que ça soit répandu, que ces idées se répandent pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, eh ben voilà, je vous engage à mettre ou un commentaire si vous voulez, et puis voilà. Je pense que dans l'avenir, j'ai envie d'avancer vers des diffusions en direct avec des possibilités de questions, etc., quand on sera un peu plus nombreux. Alors là, en l'espace de quelques jours, il y a eu 23 abonnés supplémentaires. On est à 100 abonnés là actuellement. Voilà. Et évidemment, c'est très peu par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais voilà, et ça fait son petit bonhomme de chemin. Les choses se font au rythme où elles doivent se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je commence ma lecture. Alors Hegel a eu le sens très vif de la discontinuité. La Révolution française donnait le ton. Le passé, d'un seul coup, s'effondrait. Le monde changeait de base. Des structures inédites surgissaient soudain. Et dans ce tohu-bohu, chaque acquisition se dévaluait du jour au lendemain. Et nous sommes dans un monde à peu près comme ça. Voilà. Hegel était dans ce monde révolutionnaire. Il avait 20 ans pendant la Révolution française et tout était, ça bousculait toute l'Europe en fait. Lui, il était en Allemagne, mais ça se répandait, les idées novatrices, c'était une exaltation incroyable. Et puis des déceptions, bien entendu, parce qu'il y a eu la terreur, etc. Il n'y avait pas que du positif dans cette révolution, mais ça changeait complètement les modèles. On prenait, voilà, et des esprits perspicaces et intelligents comme celui d'Hegel en faisaient tout de suite de l'art, transformer ça tout de suite en art philosophique, etc. Donc c'était très important. Et là, on est dans une même configuration. On a connu cette configuration avec 1917, la révolution russe, 1918-1920, la révolution russe qui, d'un seul coup, ouvre aussi des opportunités, des idées sur le monde entier, en réalité. Là, on est passé à un autre degré encore de niveau. Et là, on se retrouve un petit peu dans une même accélération du temps. Le monde, voilà, il y a la mondialisation qui s'impose, il y a un monde bipolaire, un monde multipolaire qui veut se faire jour, voilà, le choix d'avancer plus rapidement vers un système universel, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, toutes ces structures, on les a déjà conçues il y a déjà presque 100 ans, pas tout à fait, mais voilà, on a déjà construit les structures pour fonctionner universellement. Et maintenant, le monde est en train de dire, il faut y aller, on a envie de
d'avancer vers quelque chose de multipolaire. On veut plus, on n'accepte plus que ça soit l'Occident qui se considère comme le maître des horloges et de l'évolution. Voilà, parce que simplement, on ne l'accepte plus simplement parce qu'il ne nous respecte pas. C'est ce que pense, je pense, le monde, le monde oriental, si on peut, pour reprendre. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait précédemment à partir du livre euh, de René Guénon, La crise du monde moderne, où il détaille, et ça m'a permis de divaguer assez sérieusement là-dessus, entre le monde occidental et le monde oriental. Donc il y a vraiment pourquoi pourquoi il y a cette dichotomie qui est entre les deux. Et à mon sens, une grande partie de cette scission, de cet antagonisme vient de l'Occident qui a un regard condescendant sur le reste du monde, parce qu'il se croit complètement, il pense que sa façon matérialiste de penser maintenant est la seule bonne. Et le monde, ça ne fonctionne pas. Le matérialisme n'apporte pas des clés au monde spirituel, aux sociétés qui sont encore accrochées au spirituel et avec bonheur qui préservent le spirituel. Donc il y a un problème avec ça. Et donc on est dans cette recherche du monde multipolaire. Alors, ça passe aussi par la violence, parce que quand deux dominants ne veulent pas céder, eh ben, ils se castagnent, quoi. Dans la cour de l'école, dans les forêts équatoriales, chez nos cousins chimpanzés, c'est la même chose. Et c'est pareil chez nos dominants, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de... quand il n'y a pas de possibilité de se comprendre, de lâcher prise, quand il y en a un qui veut à tout prix garder le pouvoir, qui ne veut pas partager ou qui a peur de se faire submerger et que quelqu'un prenne le pouvoir et l'opprime à son tour, et ben ça donne ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc je continue. Hegel est surtout sensible aux aspects politiques et culturels du grand renversement, la Révolution française, mais il ne le réduit pas à un glissement de perspective. Il prend acte d'une mutation globale du monde humain et il en exhume des précédents. Voilà, il a compris que ce moment s'inclut dans la grande évolution de l'humanité. Et ça, c'est le génie qui fait qu'il a une vision hypermétrope des choses. Il se balade sur l'histoire de l'évolution de l'humanité, de l'humanité, tout simplement, comme voilà un géant avec des bottes de 7 lieues, quoi. Pour lui, il a une vision comme ça, hypermétrope. À chaque culbute de l'histoire, un autre homme vient au monde qui dévisage d'abord ses ancêtres comme des étrangers, des êtres d'une autre espèce. Hegel radicalise cette disparité. Il ose dire que nous ne comprenons pas mieux un grec antique qui se prosterne devant une statue de Zeus que nous ne comprenons un chien. Et il avait raison. Et on commence à comprendre les chiens. Un chien, un chat, une vache. L'éthologie fait des progrès inouïs. Et on se rend compte à quel point on est des bébés dans tout un tas de domaines scientifiques encore. C'est pourquoi l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, prendra encore quelques siècles à mon sens, malgré l'accélération de l'évolution, de notre évolution. Mais on voit bien que
la psychologie en est à son enfance. Elle commence à soigner les êtres humains, mais dans 30, 40, 50 ans, toutes les classes du monde auront des psychologues qui s'occuperont dès l'enfance des enfants, détecteront les milieux familiaux violents, etc., etc., et soignera les, les enfants dès l'origine. Voilà, par exemple. Pareil pour tous les niveaux de la science. Et l'éthologie, ben, on commence à comprendre que les animaux ont des sentiments comme nous, etc. Et on commence à peine. C'est tout nouveau, ça. Mais ça va être des bouleversements assez grandioses qui vont arriver pour nos descendants. Alors, euh, voilà. Donc, pour renouer avec ce grec, nous avons besoin d'un long travail d'assimilation et d'intériorisation de sa culture. Et il a raison, évidemment, on ne comprend pas encore, on commence à comprendre les Grecs. Et évidemment, on, on, on finira par les comprendre, mais vraiment parfaitement bien, les Grecs, évidemment, mais il faudra du temps. Il nous faut encore du temps pour sortir des stéréotypes, des pensées toutes faites, etc. Ça progresse à une allure grandiose, mais voilà, ben, ça fait partie de du travail de l'évolution humaine. Pour renouer avec ce grec, nous avons besoin d'un long travail d'assimilation et d'intériorisation de sa culture. L'histoire parcourt en ligne brisée, précipite chaque peuple dans une situation encore inconnue et le contraint à s'inventer soi-même. Hegel conteste donc que l'on puisse tirer de l'histoire des leçons au sens ordinaire de ce terme. Alors quand il parle justement de ces Grecs qu'on ne connaît pas bien, ben, on en est encore là. Quand j'ai suivi au tout début de la mécanique universelle, peut-être un an après, j'avais construit toute la structure du site. Voilà, en gros, j'avais compris toute la mécanique de l'évolution, pourquoi nous allions euh, vers la paix universelle, vers notre ultime perfection, qui était donc la paix universelle, etc. Mais à l'époque, je pensais en termes d'amour, amour absolu, et ça a évolué un tout petit peu après en extase. Pourquoi on allait dans l'extase? C'était déjà l'extase dans ma tête, mais je l'appelais amour absolu, bonheur suprême, etc., souverain bien, comme les Grecs l'appelaient. Mais en réalité, j'ai compris que c'était l'état d'extase. Et j'avais fait cette expérience extatique qui m'a conforté dans cette valeur. Cette expérience, je l'ai fait accidentellement. C'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Je cherchais pas, j'ai rien compris à ce qui se passait pendant. Ça a duré à peu près une semaine. Quand j'en suis sorti, il a fallu un mois pour que je comprenne ce qui m'était arrivé, que je me remémore les états, etc., et que je prenne conscience réellement de ce qui s'était passé. Et donc, de ces Grecs, par exemple, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'écoutais les profs de philo, quand j'allais suivre en tant qu'auditeur libre les, des cours de philo à la fac de Nice. Les profs de philo qui parlaient de Platon, à mon sens, ne comprenaient pas Platon dans, dans sa chair, dans sa chair, dirait Michel Henry, justement. Des philosophes qui parlent de l'incarnation. Et François Lavigne, qui était un prof, un élève de Michel Henry, et par qui, grâce à lui, j'ai entendu parler de Michel Henry, que je ne connaissais pas, et qui travaillait sur l'idée
sur Husserl, etc., et qui, l'année d'après, a ouvert un thème sur Dieu, justement, parce que il avait disparu, Dieu, de la fac. Et l'extase avait disparu. Et donc Platon n'était pas compris. Parce que si on ne comprend pas, par exemple, sur le banquet, ce que veut dire Diotime, ce que Platon fait dire à Diotime, sur cet état d'amour absolu, c'est l'extase. Et donc il y avait toute cette partie-là qui n'était pas compris à mon sens, qui n'était pas compris chez Platon, qui n'était pas compris chez Spinoza, qui n'était pas compris chez Hegel aussi d'ailleurs, et qui n'était pas compris chez tout un tas de philosophes qui avaient vécu cette expérience-là et qui l'a relatée d'une certaine manière ou qui l'intégrait dans leur philosophie. Donc il y a quand même quelque chose on ne comprend pas encore les Grecs, c'est clair. Parce que les Grecs, sans l'extase, ça ne marche pas. Sans le spirituel, ça ne marche pas. Les Grecs, Pythagore, Thalès, etc., tous ces philosophes ou Parménide, sans l'extase, ça ne marche pas, à mon sens. Hein. C'est, voilà, je dis pas que je détiens la vérité, j'ouvre des pistes et je vous réclame de bien vérifier tout ce que je dis quand même, parce que c'est très intuitif. Mais voilà, c'est mon intuition et je suis convaincu de ça. Tous ces grands philosophes, c'était des personnes qui avaient pratiqué, vécu pour la plupart des états d'extase. Et Plotin en parle après beaucoup plus clairement, par exemple, etc. Voilà, je continue. Cette altérité de si grand empire ne s'épuise pas en une simple différence. Hegel l'entend comme une contradiction, ou plus précisément, il décèle en toute différence une contradiction intime qui la qualifie. Ce n'est pas un ordre politique seulement différent qui émerge en France en 1789, mais en certains de ses traits principaux, il ne se pose qu'en s'opposant à l'ordre antérieur, comme si par rapport à sa démarche habituelle, l'homme soudain se plaçait la tête en bas. Voilà, alors là, ça me ramène à quelque chose que avant la mécanique universelle, j'étais dans l'art contemporain. J'exprimais ma créativité à travers l'art contemporain. Et quand j'ai compris ce que c'était, quand j'ai découvert l'art contemporain, alors que je ne savais même pas que ça existait, je venais d'un milieu social où il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas de culture, et en plus, je n'étais pas allé à l'école. Donc, c'était vite réglé. Quand j'ai découvert la capacité, d'abord, la liberté de création de ces artistes, et ça, c'est Gilles Schex qui m'a initié à ça, qu'il en soit remercié. Donc, quand j'ai vu la créativité de ces artistes, j'ai dit, mais c'est pas possible, on peut créer ça, on peut faire ce qu'on veut à travers l'art, c'est hallucinant. Donc je suis parti alors que je peignais à l'huile des petits trucs, je commençais, voilà, je faisais des portraits, un peu des trucs comme ça. D'un seul coup, je me suis complètement lâché. Je suis parti sur des tableaux de 1 mètre sur 1, 2 mètres sur 2, en acrylique. Voilà, et tout de suite, et d'ailleurs, la première expo de groupe que j'ai fait, c'était au Palais des Festivals de Cannes, une de mes peintures, un de mes tableaux a été censuré. Donc c'était génial, mais je ne l'ai même pas compris que c'était génial à l'époque que ça soit censuré. J'avais fait un Christ qui descendait d'un toboggan. À l'époque, ils venaient de créer les toboggans dans les piscines. Là, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais ça fleurissait sur la Côte d'Azur. Ces centres aquatiques comme ça, aqua machin.
Et donc j'avais fait un Christ qui arrivait et tout avec en extase en fait. Et maintenant je m'en rends compte que je l'avais fait en extase, mais que je j'avais rien compris à ce que j'avais fait en réalité. C'était complètement intuitif et il arrivait, il touchait l'eau là avec ses mains et ses pieds complètement ouverts avec les trous à l'intérieur, donc qui avaient été donc crucifiés. Et en fait, le travail, l'intuition créatrice est une pure merveille parce que si j'étudie maintenant ce tableau, eh ben, c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai découvert. Et j'avais compris que tout ce travail, ces 15 ans de peinture, 15, 16, je ne sais plus combien, ces 15 ans de peinture m'avaient amené à la porte de cette philosophie. En fait, ça posait constamment la question de l'universel. Je rêvais de réunir l'ensemble des planètes, de la planète, de faire une œuvre land art. C'était le mouvement land art qui existait à l'époque et qui me suffisait pas. Ce que faisaient dans le land art les gens, il manquait quelque chose d'universel là-dedans. Et donc, j'avais l'esprit complètement universel déjà à cette époque-là. Et donc, je voulais faire réunir tous les pays, entre chaque pays, entre la France et l'Italie et la Suisse et le truc, etc., etc. Et pareil en Afrique, et pareil en Amérique, et pareil en Asie, etc. Faire passer entre deux frontières que des gens d'un des pays, voilà, des citoyens français, par exemple, des citoyens italiens, se réunissent tel jour, chacun avec un petit bout de tissu en laine qui peut s'autodétruire, et ils venaient avec un tissu de couleur, et chacun nouait ses tissus et le faisait courir symboliquement le long de la frontière. Et en fait, que tous les pays soient réunis comme ça donnait, ça a unifié le monde. C'était une question d'unifier le monde, de dire au monde, voilà, on est unifié maintenant. C'était ça l'idée. Et j'ai pas eu la force, le courage, la volonté. J'étais pas du tout dans le milieu, donc il aurait fallu que je sois soutenu par une galerie ou que j'arrive à imposer ce type d'idée, que j'ai déjà un passif, que je sois déjà dans une galerie pour pouvoir faire ça. C'est resté comme ça, j'en parlais juste à mes copains, etc. Et c'est jamais allé plus loin, mais parce que j'avais plein d'idées comme ça qui étaient destinées à unifier l'humanité. Et en définitive, maintenant, je l'ai compris après. Voilà. Alors pourquoi je suis arrivé là maintenant Oui, et donc, dans ce moment-là, dans l'art, j'avais compris, j'avais compris, je voulais comprendre l'histoire de l'art, qu'est-ce qui se passait. Et je comprenais que chaque mouvement venait en se, en tuant le père, en somme. Quand un mouvement expressionniste arrivait, derrière, il y avait un mouvement minimaliste. Après le mouvement minimaliste venaient les cobras qui mettaient de la peinture en pagaille. Puis venait un autre. Voilà, il y avait toujours des mouvements comme ça qui étaient, en somme, quand j'avais compris ça, je l'avais assimilé aux deux hémisphères du cerveau, une hémisphère émotionnelle, une hémisphère rationnelle. Et clairement, il y avait toujours ces deux mouvements, un mouvement émotionnel, un mouvement rationnel dans le chemin de l'évolution de l'histoire de l'art. Et en fait, ces deux mouvements étaient complémentaires. C'était ça que je voulais expliquer. C'était que, d'abord, je voulais trouver le point commun. Et le point commun, pour moi, c'était le naïf. L'art naïf était au centre, entre l'émotionnel et le rationnel. Le rationnel, c'était celui qui disait tout est dans l'esprit, il n'y a que l'esprit, c'est que spirituel, quoi. Et l'émotionnel disait tout est dans la matière, c'est tout est le corps.
en réalité. Et donc, j'avais trouvé que le centre, c'était le naïf. Et le naïf, c'était celui sur lequel on ne peut pas attacher notre ego. On ne peut pas accrocher notre ego. C'est le point où le système ne peut pas s'accrocher sur un naïf. On peut venir en me disant, tiens, tu as vu, regarde la belle voiture que j'ai, une Porsche, j'ai acheté ça, etc. Si on tombe sur un enfant, un adulte naïf, simple d'esprit, voilà ce qu'est un simple d'esprit, il s'en fout, il n'en a rien à cirer de ça. Son seul truc, c'est de se pendre à ton cou et de dire qu'il veut que tu sois son ami, rigoler, faire... Voilà. Et donc, ça me permettait d'ailleurs de comprendre qu'ils étaient les résistants du marché, de ce système qui voulait à tout prix faire consommer. Eux, ils s'en foutaient complètement. Et curieusement, le marché ne voulait plus des trisomiques, voilà, de ces gens-là, de ces humains différents, ils n'en voulaient pas. Inconsciemment, ils voulaient que ça disparaisse. Et ça, c'était une sorte d'eugénisme inconscient. Hein. C'est pas méchant, c'était pas par méchanceté ou quoi que ce soit. C'était juste parce que le marché, il est comme ça. Il veut que des consommateurs et que des travailleurs, quoi. Il peut pas supporter qu'on soit pas qu'on soit inactif, qu'on soit béat, qu'on soit spirituel, qu'on passe notre vie dans dans une autre dimension. Et ça, c'est le problème qui pose le problème entre l'Occident et l'Orient, justement, dans cette chose-là. Bon, bref. Et les deux hémisphères font notre esprit. Voilà, on a besoin de l'émotionnel et du rationnel. On a besoin, l'artiste qui est émotionnel a besoin du galeriste qui est rationnel. C'est cette combinaison des deux qui fait que ça fonctionne. Les ouvriers ont besoin de leur patron, le patron a besoin de l'ouvrier. Et ils sont intrinsèquement liés et ne le comprennent pas, ne comprennent pas cette nature. Et là, c'est pareil pour Hegel, comprend que ce qu'on a l'impression qu'il y a des cassures, c'était que des rythmes qui étaient complètement cohérents, qui se suivaient, qui formaient l'histoire de l'humanité. Donc je continue. À chaque remaniement historique, un nouveau sentiment de la vie s'empare des peuples et les aiguillonne. Cette fracture temporelle se complique de fissures géographiques, car tous les peuples ne brisent pas en même temps avec leur passé, et certains d'entre eux hésitent, s'enlisent, se laissent distancer par l'avant-garde. Voilà. Alors, Hegel, malheureusement, dans ce sens-là, avait une vision occidentalo-centriste du monde. Un siècle plus tard, René Guénon, et c'est pour ça qu'il faut lire René Guénon, amène une nouveauté dans cette chose-là, en montrant que l'Occident n'est pas le maître du monde, n'est pas le détenteur de la vérité absolue, et pas du tout. Et que la vérité, c'est pas à travers le matérialisme qu'on la retrouve. Et moi, je l'ai écrit sur la mécanique universelle. Dès le début, cette chose-là, on le retrouve, que je critique l'Occident dans son orgueil et dans sa surdité des autres cultures. Et donc oui, bien sûr que des peuples se laissent distancer ou quoi que ce soit. Mais quand on a une vision hors occidentalocentrisme, sur la mécanique universelle, je démontre que l'humanité, c'était une bénédiction qu'il y ait eu des différences d'évolution comme ça, qui ne sont pas des différences de fond, mais
matérielles, quoi, des différences simplistes. Mais sans ces différences, on n'aurait jamais pu se comprendre. Si on avait tous évolué de la même manière, au même rythme, on n'aurait jamais compris notre histoire. Parce que le moment où l'humanité accède à l'ethnologie, à l'anthropologie, à ces sciences-là, c'est le 19e siècle, si il ne restait plus de peuple premier à étudier, à rencontrer, si, si Claude Lévi-Strauss n'avait pas eu les peuples d'Amazonie à connaître, si les explorateurs qui sont allés rencontrer les Inuits, s'il n'y avait pas eu des Inuits, s'il n'y avait eu que des hommes du 19e siècle sur la banquise, pareil au Brésil, etc., pareil voilà, de partout dans ce monde, on n'aurait pas pu comprendre notre monde. Et curieusement, il restait, au moment où on peut, et même maintenant encore, il restait toute l'histoire de l'humanité. Ceux qui vivaient les premiers chasseurs-cueilleurs, groupes réduits à un petit clan, il restait la tribu, il restait la cité, il restait tous les passages de l'humanité qui étaient là. C'est pas pour rien, c'est pas innocent, quoi, ce genre de choses. Et c'est là où on voit que la vie, elle est quand même magique. Il y a quelque chose, c'est pas... il y a trop de, de, de choses comme ça, il y a trop de choses aussi extraordinaires pour que ça soit aussi simple, pour que la vie soit matérialiste comme le pensent les athées, qu'il n'y ait pas de sens, que la vie n'ait pas de sens. C'est pas possible. Il suffit, voilà, simplement, on n'aurait jamais pu comprendre notre histoire et donc il n'y a pas d'évolution possible si on ne comprend pas notre histoire. Si on avait, au lieu des os, si on avait été formé comme des mollusques, voilà, ben on n'avait pas d'explication sur ces, sur pour se comprendre. Bon, bref, il y a des milliers de, de choses qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour comprendre que il y a de la magie dans cette création. Ces métamorphoses, ces retournements, ces altérations et le flux continuel qui les emporte quand leur rythme s'accélère et ne respecte plus de pause, comment se dispenser d'essayer de les comprendre? Voilà ce qui se dit Hegel. La vieille métaphysique a pourtant fait semblant de s'en désintéresser, impuissante à les saisir. Elle les a relégués dans l'inexplicable, l'inconnaissable. Elle a voulu que le naître et le périr ne soient qu'illusions. Elle a écouté le bon sens commun, ou du moins l'une de ces voix contradictoires, poussées par des mobiles pratiques. Il s'entiche de ce qui est stable et fixe parce qu'il s'imagine y acquérir son confort et sa sécurité, son bonheur. Voilà, ne pas se poser de questions et croire sans réfléchir non plus. C'est pas, voilà, le spirituel avait ses responsabilités qui ont fait que le matérialisme a dû prendre le pouvoir en Occident pour pouvoir s'imposer. Hegel lui répond à l'appel des temps nouveaux. L'important maintenant du point de vue théorique est parce qu'une pratique affinée se met à le manier lucidement, c'est le changement. Et ce qu'il y a de plus délié dans le changement, la transition, le passage. Cette vérité du changement, de si haute importance, ne consent à se dévoiler qu'après s'être fait longtemps prier. Le genre humain n'arrive que tardivement à la conscience de la primauté du devenir
et de l'urgence de sa connaissance. Voilà, le devenir. C'est là où la question se pose. Il a d'abord longtemps erré, se déplaçant sans le savoir, acquérant quelques vérités relatives sans le vouloir. C'est sur lui-même que l'homme s'est abusé le plus opiniâtrement. Point. Final. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Ça fait 40 minutes, c'est beaucoup. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. À chaque fois, il y a des petites nouveautés. C'est quand même pas mal, même s'il y a de la redite. Parce que souvent, je me dis, mince, ça doit être rébarbatif. Je commence toujours par dire l'humanité destinée à son ultime perfection. Je le fais parce que les gens arrivent sur ces vidéos un peu comme ça, par hasard, certains. Donc, à chaque fois, j'essaie de le rappeler. Puis voilà. C'est la manière dont je pratique. Donc je me dis ça doit être rébarbatif, mais je trouve qu'à chaque fois il y a quand même des nouveautés qui s'imposent et c'est peut-être pas bête. Allez, à très bientôt, merci.